C'est parti, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire du réseau Rappel, le 40e déjà, voilà, qui est consacré aujourd'hui à une présentation du réseau EcoHabitat, de réseau EcoHabitat et de son action depuis plusieurs années maintenant. Réseau EcoHabitat qui rentre dans une démarche d'essaimage, il y a un programme qui s'appelle Chauffe-toi et qui va également nous être présenté. Alors, Sylvain Gladieux, que vous voyez à l'écran, va nous parler du réseau EcoHabitat dans un premier temps. Ensuite, vous aurez une petite vidéo de présentation du programme Chauffe-toi qui vous sera diffusée très rapidement, 1 minute 30. Et puis, Catherine Ferrieux vous présentera dans un deuxième temps la démarche d'essaimage, comment ça va se passer, comment ça se passe, parce que c'est déjà enclenché depuis hier, et ce que vous pouvez attendre de ce programme Chauffe-toi si jamais la démarche vous intéresse. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet de conversation tout au long du webinaire. Les intervenants ont reçu la consigne de ne pas les regarder dans un premier temps pour ne pas perturber leur intervention et qu'ils puissent se focaliser sur ce qu'ils ont à vous raconter. Et puis donc, il y aura cette session de questions-réponses pendant 30 minutes après les deux présentations qui vont démarrer tout de suite. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette introduction très rapide et je vais laisser Sylvain vous présenter plus en détail le réseau EcoHabitat et ce qu'il fait. Je vous souhaite un bon webinaire et vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde voit bien le document que j'affiche en partage d'écran. C'est très bien. Ok, parfait. Alors, donc rapidement le sommaire en fait de la présentation. Donc dans un premier temps, comme l'a dit Marie, on va vous présenter un petit peu Réseau EcoHabitat, qui on est, ce qu'on fait. Et puis dans un second temps, Chauffe-toi en fait, qui est la prolongation de notre activité et ce vers quoi on veut tendre dans les mois à venir. Alors, Réseau EcoHabitat, nous sommes une association qui a été fondée en 2014 dans les Hauts-de-France, à partir d'un triple constat, c'est qu'en France, il y a de nombreuses aides publiques pour faire de la rénovation de l'habitat qui sont malheureusement inaccessibles aux plus précaires qui en ont le plus besoin, parce que soit ils ne savent pas qu'ils y ont le droit, soit tout simplement ils ne savent même pas qu'elles existent. Et le troisième point, c'est qu'on a des associations et des collectivités en fait qui dépensent beaucoup d'argent pour régler les factures d'énergie de ces familles. Et donc en fait, ce qu'on a pu identifier, parce qu'on a un partenariat nous avec le Secours catholique, un partenariat historique, c'est que ces associations connaissent ces familles et on peut donc ouvrir la porte, créer ce lien de confiance qui nous permet de leur apporter ces aides en fait pour entamer ces travaux de rénovation de leur habitat. Donc, qui sont ces familles? Aujourd'hui, les familles qu'on accompagne, alors par rapport à l'ensemble des familles qu'on a déjà accompagnées, on a fait une sorte de profil type, on va dire. L'âge moyen, c'est environ 56 ans, presque une majorité de femmes seules, sans enfants. On a autant d'actifs que de retraités. Le revenu fiscal de référence est de 7 248 €, c'est très précis, par personne et par an, avec un reste à vivre de 10,50 € par jour et par personne. Donc des familles très très modestes qu'on va pouvoir accompagner pour changer un petit peu leur vie. Alors, on a une méthode d'accompagnement qui est très spécifique. Donc, comme je vous le disais, on s'appuie donc sur un réseau de bénévoles. Nous, en l'occurrence, c'est le Secours catholique, mais en réalité, il y a d'autres associations qui ont cette relation de confiance avec les familles. Donc, le bénévole, en fait, fait le lien avec la famille et avec nos coordinateurs. Les coordinateurs qu'on a, nous, chez Réseau EcoHabitat, donc on a deux métiers qui ont été, entre guillemets, inventés, développés, c'est la coordination sociale et financière. Donc, on a une personne, enfin, en l'occurrence, deux personnes qui s'occupent de ça, qui vont pouvoir identifier, mobiliser, coordonner l'ensemble des financements pour pouvoir financer les travaux. Et on a un coordinateur technique qui va donc identifier les besoins en travaux, préconiser, soumettre les demandes, l'audit en fait aux artisans pour pouvoir obtenir les devis et ensuite déclencher justement ce programme de travaux. Tout ça en fait nous permet de coordonner un ensemble d'acteurs locaux avec les collectivités, donc les entreprises du bâtiment,
les associations et d'autres acteurs encore qui sont les distributeurs de matériaux. Enfin, voilà. On a donc mis en place un processus d'accompagnement qui s'étale sur plusieurs mois. Le processus est assez long. On est en moyenne entre 18 et 24 mois de l'identification de la famille jusqu'à la fin de l'accompagnement. Donc c'est un processus très long, d'où l'intérêt d'avoir ce bénévole en fait qui fait le lien pendant toute la durée de l'accompagnement. Les grandes étapes en fait qui composent cet accompagnement sont donc la première partie qui est l'identification par les bénévoles, ce qui nous permet en fait après de voir si la famille est éligible selon les critères de l'ANA, parce qu'en fait on travaille à partir des critères de l'ANA, pour voir si donc on peut entamer l'accompagnement de ces familles. Suite à cette phase d'éligibilité, on fait une première visite, enfin, les deux coordinateurs font une première visite pour récolter un maximum d'informations sur la famille, mais aussi sur l'habitat. Donc ça permet de définir on va dire un profil social et financier d'un côté, et puis avoir un diagnostic technique du bâti. Suite à ça, les coordinateurs en fait montent un plan de financement, un programme de travaux. Les deux se font en parallèle, mais se répondent l'un à l'autre. En fait, l'idée, c'est qu'on puisse monter un plan de financement le plus ambitieux possible pour réaliser un maximum de travaux. On a pour objectif de faire des travaux de rénovation, de rénovation globale, avec, lorsque l'on peut, on essaie de promouvoir au maximum tout ce qui est matériaux, écomatériaux, matériaux biosourcés. Donc, suite à ce cadrage, en fait, qui tient compte évidemment des ressources, des dépenses du budget de la famille, on peut monter un plan donc le financement, d'aller collecter les financements, donc en partant du dépôt à l'ANA, avec qui on est en partenariat, et aller collecter l'ensemble des cofinancements qui sont au niveau de la région, du département, des communautés de communes. On peut avoir aussi les groupes de protection sociale, la CAF, des associations caritatives, évidemment, comme la Fondation Abbé Pierre, le Secours catholique, qui vont aider en fait à augmenter le montant du financement pour limiter le reste à charge. On essaie de limiter au maximum le reste à charge, même si il est important pour nous qu'il y ait quand même un reste à charge pour la famille. C'est une manière de les responsabiliser et aussi qu'ils prennent partie, qu'ils soient vraiment partie prenante pour l'ensemble de ce projet de travaux. Une fois que le plan de financement, que les financements et cofinancements sont bien validés, on peut lancer donc les travaux. C'est là où le coordinateur technique, en fait, joue le rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que donc on a non seulement identifié et préconisé les travaux, on a discuté des devis avec les entreprises. Suite à ça, il y a le suivi de chantier qui permet de voir l'avancement à chaque étape et de s'assurer que les travaux réalisés sont conformes à ce qui était attendu par la famille. Les travaux sont réalisés par une entreprise, en fait, enfin par des entreprises avec qui on est partenaire. On a une relation de confiance justement qu'on a su créer avec différents partenaires, avec différentes entreprises locales du bâtiment, pour nous assurer en fait que les travaux seront réalisés, que ça soit conforme en fait à ce qui était attendu. Donc ce rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage en fait va jusqu'à la livraison des travaux. Donc à la fin, il y a un PV de livraison de fin de travaux. Et suite à ça, l'accompagnement n'est pas complètement terminé puisque le bénévole en fait va s'assurer que les familles puissent se servir correctement des nouveaux équipements, puisque souvent il y a des nouveaux systèmes de chauffage, une ventilation, enfin différents équipements en fait, pour mieux vivre dans l'habitat. Et l'intérêt, c'est justement qu'ils puissent maîtriser ces équipements pour limiter les consommations énergétiques et les utiliser de manière optimum. Donc il y a la sensibilisation aux éco-gestes. Et nous, ce qu'on a rajouté depuis peu maintenant, c'est ce qui est la mesure d'impact. Puisque par rapport à tout cet accompagnement et au partenariat qu'on a avec l'ANA, aujourd'hui, on essaie d'avoir une mesure d'impact social très précise, non seulement qualitative, mais quantitative sur les résultats de notre action. Aujourd'hui, depuis 2014, quelques chiffres clés en fait, sur notre activité. On a accompagné 173 familles, dont 80 pour lesquels on a déjà réalisé les chantiers. Donc, sur l'ensemble de ces chantiers réalisés, on a près de 90% de travaux lourds. Et en termes de gains énergétiques, on a une moyenne de 55% de gains énergétiques sur les travaux réalisés.
Et le montant moyen est d'environ 40 000 euros de travaux sur chaque chantier. Alors, tout ça, c'est des chiffres. Pour donner corps un petit peu à tous ces chiffres, à toutes ces informations, je vais vous donner deux exemples, en fait, qui permettent d'un peu mieux comprendre les situations et les familles dont on s'occupe. On a donc Clarisse et Stéphane qui sont dans l'Oise. Stéphane est auto-entrepreneur et Clarisse, à l'époque, était sans emploi. Elle s'occupait de leurs trois enfants. Ils ont récupéré une maison en 2010 qui était en très mauvais état. Donc, ils avaient des revenus qui ne leur permettaient pas de réaliser des travaux. Il y avait une toiture qui fuyait, pas de VMC, divers gros problèmes en fait. Donc de la moisissure, ce qui fait un impact sur la santé des enfants. Donc la famille était éligible, on a pu les accompagner. Donc là, vous avez un exemple de budget de travaux qui a été réalisé. Donc pour 42 800 euros de travaux, on a réussi à limiter le reste à charge à 5 000 euros. En général, je vous disais, on essaye de ne pas dépasser 10%, c'est plus ou moins, c'est aux alentours de. Donc l'ANA finançait 20 000 euros, la région et le département cumulés, on arrive à 4 800 euros. Les aides des différentes associations caritatives nous permettent d'aller jusqu'à 8 000 euros. Et donc, on a un prêt CAF de 5 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, la famille ne reversera pas d'argent à la CAF. Par contre, ça sera déduit des prestations sociales. Donc, depuis, les travaux ont été terminés il y a 1 an et demi, si je ne dis pas de bêtises. Donc, la famille vit beaucoup mieux. Clarisse a retrouvé un emploi. On ne sait pas si c'est directement lié, mais on se plaît à le croire. Et un des enfants a dit, était content parce je suis content de ne plus vivre, de ne plus habiter dans une maison de pauvres. Donc pour nous, c'est très touchant et très important d'avoir ces retours de famille, des yeux qui brillent des enfants. Ça a été vraiment quelque chose de très fort, très émouvant pour nous. Le deuxième exemple, c'est la maison de Benoît. Donc là, c'est plus là, j'ai pas mis de photo parce que Benoît ne veut pas être pris en photo. Par contre, on trouvait intéressant de montrer l'ampleur des travaux, ne serait-ce que de l'extérieur. Donc Benoît vivait seul dans sa maison, dans une maison insalubre, avec quasiment pas de chauffage, sans isolation, l'électricité qui n'était pas aux normes. Enfin, voilà, je vous passe les détails, mais gros travaux à réaliser. Pareil, un montant moyen de 42 000 euros, travaux à peu près. Et là, on a su, en fait, la coordinatrice sociale et financière a su mobiliser énormément d'aides. On en a 7 ou 8, quelque chose comme ça, de mémoire, et pour un reste à charge qui est à moins de 2 000 euros. Donc aujourd'hui, Benoît vit aussi nettement mieux dans sa maison, à tel point que maintenant, il est en train de faire ses peintures. Et il nous sollicite beaucoup parce qu'en fait, il est très exigeant sur les teintes des peintures qu'il veut mettre. Donc, on a beaucoup d'échanges avec lui et c'est plutôt sympa parce que justement, on voit que ça y est, il est à nouveau heureux dans sa maison. Ça lui a vraiment changé la vie. Voilà pour les exemples. Et là où on en est aujourd'hui, dans les 2 dernières années, pour les grands événements qui se sont passés chez Réseau Ecohabitat, on est entré dans l'Alliance pour l'activité et le logement adapté, en fait, avec 3 autres acteurs de l'économie sociale et solidaire, sous l'égide de l'AG2R qui nous finance, pour avoir justement une synergie autour du logement et du mieux vivre dans son logement, du maintien à domicile, que ce soit pour les personnes handicapées ou pour les seniors. On pourra l'aborder un peu plus dans la deuxième partie de la présentation. On a aussi signé cette année un contrat impact social avec l'ANA. Alors c'est quelque chose d'assez complexe, donc je ne vais pas trop m'étaler dans les détails là-dessus. En gros, c'est une expérimentation qui est lancée avec l'ANA justement pour toute cette spécificité d'accompagnement qu'on a auprès des familles très modestes pour réaliser les rénovations, les travaux de rénovation. Et enfin, on a démarré en septembre, on a ouvert une nouvelle antenne près de Calais, où on a 2 coordinatrices qui ont intégré l'équipe, une coordinatrice sociale et financière, une coordinatrice technique, qui vont pouvoir justement augmenter notre impact sur les Hauts-de-France, en particulier dans le Nord, dans la région Nord. Donc ça, c'est pour ce qui est du développement interne de notre activité. Et puis sur la partie développement externe, on a donc le programme Chauffe-toi, le programme d'essaimage, dont Catherine va vous parler plus en détail.
Et en parallèle, avant, je vais vous lancer une petite vidéo qui présente justement ce programme, si ça fonctionne. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Je pense qu'il faut que vous départagiez l'écran. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire aussi. Ouais, pour partager une autre fenêtre, du coup, ça libérera le film. Hop. Est-ce que ça va? Ouais, ça charge. Alors. Sylvain, tu veux que je partage mon écran peut-être? Je crois que ça démarre là. Si je dis pas de bêtises. Non, ça marche pas. Ça marche pas, je vais essayer avec le mien. Attends, c'est bon, ça y est. Je l'ai. Bon. Bah écoute, ouais, je veux bien parce que je sais pas pourquoi moi ça démarre pas. D'accord. Alors, partager l'écran. On y va. Partager. Est-ce que c'est bon? Ouais. Ouais, c'est bon. Alors, on lance la vidéo. Par contre, du coup, c'est intégré dans le PowerPoint. Ouais, c'est pour ça que ça marche. Je pense que si vous voulez, je vais m'en occuper. Vous m'avez transmis le lien, je peux partager. C'est en train de charger. C'est tout petit. Il faut du coup mettre en mode diaporama peut-être? Ouais, je vais essayer. Je vais tenter ça. Diaporama, voilà. C'est bon. Vous l'avez en plein écran? Oui. Ça marche pas. Voilà. Play. Avoir froid chez soi, ne plus pouvoir payer ses factures de chauffage ou ne plus se chauffer. La précarité énergétique touche plus de 6 millions de Français et le phénomène s'amplifie. Stoppons ça. À l'association Réseau Eco-Habitat, nous agissons dans les Hauts-de-France pour la rénovation des habitats indignes. Leur rôle, identifier les propriétaires en grande précarité énergétique, créer un lien de confiance avec elles et faire le lien avec nous. Nous identifions les travaux nécessaires de rénovation énergétique globale et nous mobilisons tous les financements possibles pour réduire le reste à charge des familles. Enfin, nous les assistons dans la programmation et la réalisation des travaux. Grâce aux bénévoles tiers de confiance, nous accompagnons la famille pour les rassurer et les aider à toutes les étapes du projet. Une méthode solidaire et efficace qui passe par la coordination et la coopération de tous les acteurs de l'habitat. Si ça marche chez nous, pourquoi pas chez vous? Vous voulez agir contre la précarité énergétique et aider des familles en difficulté dans votre région? Participez à l'appel à candidature Chauffe-toi. 10 lauréats bénéficieront d'un accompagnement et d'outils pour coordonner un réseau d'acteurs locaux. À la fin de cet accompagnement, 3 grands gagnants recevront une dotation de 20 000 € et des ressources complémentaires. Inscrivez-vous et déposez votre candidature sur chauffe-toi.fr. Un programme lancé par Réseau Eco-Habitat et soutenu par AG2R La Mondiale. Ensemble, construisons une solution à la précarité énergétique. Candidature jusqu'au 28 février 2021. Alors, excusez-moi, petit problème technique. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon? J'arrive pas. On est passé à la slide d'après en tout cas. J'arrive pas. Ah oui, ça y est, quelqu'un est passé pour moi. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de présentation du programme d'essaimage Chauffe-toi et de notre appel à candidature. Alors,
De quoi il s'agit? Il s'agit pour nous d'essaimer notre méthode. Et notre méthode qui fonctionne en fait dans les Hauts-de-France, on s'est dit si ça marche chez nous, ben, pourquoi pas chez vous? Alors, en quoi elle consiste cette méthode? Eh bien, elle consiste à mettre la famille au centre de notre préoccupation. Et notre méthode, elle est basée sur 3 piliers, on va dire. Ces 3 piliers, le premier pilier, le plus important, c'est qu'on s'appuie sur un tiers de confiance. Alors, le tiers de confiance, c'est quoi? Bien, c'est la personne, en l'occurrence pour nous des bénévoles, mais ça peut être aussi d'autres types de personnes, mais en tout cas pour nous des bénévoles, qui lient ce premier lien de confiance avec des familles qui sont souvent désocialisées et qui ont peur en fait de ce qu'on peut leur proposer, qui ont peur des travaux, qui ont peur de tout ce que ça signifie. Donc le bénévole tiers de confiance, il tend la main pour la première fois et il va suivre la famille tout au long de l'accompagnement. Le deuxième pilier, qui est très important, qu'on a développé à Réseau Ecohabitat, c'est ce qu'on appelle la coordination sociale et financière. Donc, bon, pour nous, c'est 2 coordinatrices qui travaillent avec le bénévole et avec la famille pour monter un plan de financement qui soit réaliste, qui soit ambitieux parce qu'ils ont droit à beaucoup de choses. Donc, il s'agit de réintégrer dans les droits ces familles, mais qui soit aussi réaliste par rapport, évidemment, à leur budget qui est limité. Donc ça, c'est notre pilier coordination sociale et financière. Et puis, notre troisième pilier, c'est la coordination technique. Donc, en l'occurrence, chez nous, il s'agit de 2 coordinateurs techniques maison. Pour d'autres, il pourrait s'agir, on peut imaginer qu'il pourrait s'agir d'artisans. Donc, le coordinateur technique, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il assiste la famille sur tout ce qui est l'aspect des devis, choisir des devis, choisir un programme de travaux réaliste et en même temps ambitieux. Parce que ce n'est pas parce qu'on a affaire à des familles qui sont très précaires qu'on ne peut pas vouloir pour eux le meilleur, c'est-à-dire éventuellement poser des matériaux écologiques et biosourcés. Donc, notre idée, c'est que notre méthode qui fonctionne chez nous, eh bien, on veut la partager, on veut la transmettre à d'autres, c'est-à-dire vous, dans vos régions, avec vos problématiques locales, avec vos problématiques territoriales, et de faire que cette méthode à 3 piliers, eh bien, elle soit modulable et adaptable en fonction de vos problématiques. C'est-à-dire, nous, le tiers de confiance, on s'appuie sur le réseau de bénévoles du Secours catholique, mais peut-être vous, dans votre région, ça sera peut-être la Croix-Rouge Insertion, ça sera peut-être le Secours populaire, que sais-je. Ou bien, ça pourra être aussi une collectivité locale, un travailleur social particulièrement impliqué, un maire, etc. Peut-être dans vos régions, donc nous, on a des coordinatrices sociales et financières. Peut-être dans votre région, ça sera peut-être un travailleur social d'une CCAS particulièrement impliqué qui va faire ce travail. Le troisième pilier, la coordination technique, comme je le disais tout à l'heure, on a des coordinateurs maison, mais peut-être vous, dans vos problématiques, dans vos réseaux locaux, ça pourrait être un artisan qui a envie de s'engager à vos côtés. Donc voilà, l'idée c'est d'essaimer cette méthode qui fonctionne mais qui est modulable et adaptable à vos problématiques locales. Je n'arrive pas à passer la slide d'après, pourquoi? Voilà. Alors, qui peut participer? Bien, Chauffe-toi s'adresse à tout porteur de projet. Donc, on va être ouvert comme appel à candidature, que ce soit un particulier, une association, une collectivité locale, une fédération, une entreprise, un artisan, un distributeur de matériaux. En tout cas, tout porteur de projet bien, qui se reconnaît dans au moins un des 3 piliers dont je viens de parler. Donc, soit le pilier tiers de confiance, soit le pilier collectivité, coordination sociale et financière, soit le pilier coordination technique. Et qui aurait envie de développer des partenariats avec les 2 autres piliers
qui lui manque. Voilà. Par contre, ce qui est très, très important, c'est pour nous que parmi ces candidats qui seront divers et différents, il y ait le même respect des mêmes valeurs qui sont fondatrices pour nous et sur lesquelles on ne dérogera pas, c'est-à-dire la solidarité, c'est-à-dire restaurer la dignité humaine. Aussi ce qu'on appelle la co-réalisation, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que les familles se sentent assistées, mais qu'elles soient partie prenante de leur projet de vie, de leur nouveau projet, c'est-à-dire se projeter dans un autre habitat. Et enfin, et surtout, le respect de l'environnement, c'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus réhabiliter un habitat qui ne soit pas respectueux de l'environnement. Donc, si vous vous reconnaissez dans ces valeurs-là, et si vous êtes fort d'un de ces 3 piliers d'accompagnement, alors Chauffe-toi, c'est pour vous. Venez et sautez le pas. Il y a 3 grandes étapes à cet appel à candidature. La première étape, bien, ça va être la sélection de 10 lauréats qui seront sélectionnés par un jury d'experts de l'économie sociale et solidaire et de l'habitat, mais pas que, de partenaires en général. Une première phase après l'élection des lauréats d'accompagnement, de conseil et d'accompagnement aux lauréats qui sera reparti sur 18 mois. Et enfin, à l'issue de ces 18 mois, eh bien, seront choisis 3 grands gagnants de Chauffe-toi. La première étape donc, de notre appel à candidature, bien, on est dans la première étape, c'est l'étape du dépôt des candidatures qui est ouvert depuis hier 7 décembre jusqu'au 28 février 2021. Donc, vous pouvez aller sur Chauffe-toi d'ores et déjà pour déposer votre candidature. Ensuite, donc, en mars, première quinzaine de mars, eh bien, on va faire une présélection des dossiers pour voir qui rentre dans le cadre de cet appel à candidature. Deuxième quinzaine de mars, ça sera le jury qui sélectionnera les 10 lauréats. Début avril, on annoncera les lauréats nationaux. Et à partir de mai 2021, eh bien, et le démarrage de l'accompagnement des lauréats. Donc, étape 2, qu'est-ce que c'est que ce conseil à accompagner 10 lauréats? Dans un premier temps, il va y avoir une phase de cadrage. C'est-à-dire, on a bien conscience que les lauréats vont être aussi divers que les régions de France. Et donc, on va passer, l'équipe Chauffe-toi viendra passer 2 jours, alors soit en présentiel, soit à distance, en tout cas, consacrera 2 jours par lauréat pour comprendre en profondeur quels sont ses besoins de formation. Ensuite, il y aura une étape formation socle commun pour tous les lauréats parce que c'est important de partager le même contenu de base, de vocabulaire, de connaissances communes pour pouvoir avancer ensemble et puis faire groupe aussi. Donc, il y aura 5 jours de formation organisés en 2 sessions. Et troisième partie, eh bien, le conseil et l'accompagnement qu'on veut adapter à chaque lauréat, eh bien ça se passera sur le long terme, étalé sur une période de 18 mois, 1 jour par mois environ, où on fera des accompagnements en fonction des problématiques de chaque lauréat et des points d'étape. Alors, la formation socle commun, quelques indications. Donc, ce n'est pas du tout exhaustif, je ne vais pas tout commenter. Mais pour nous, des notions de base essentielles, l'accompagnement des personnes en grande précarité énergétique, quelle est la posture à avoir quand on s'occupe de ce type de public, quelle est la démarche et quels sont les outils. On essaiera de faire des visites sur le terrain qui nous semblent les plus fructueuses pour comprendre vraiment leurs problématiques. Toute la partie sur la mobilisation d'un réseau de bénévoles, parce que s'appuyer sur les bénévoles, c'est très important. Mais ça prend aussi la partie développement d'un réseau de coopération locale, qui est vraiment notre essence même. Et puis des parties plus cœur de métier, donc qu'est-ce que c'est que monter un plan de financement, qu'est-ce que c'est que concevoir un programme de rénovation globale
rénovation thermique, mais pas que, hein, rénovation aussi, adaptation à des problématiques d'accessibilité pour l'âge et le handicap. Et puis surtout, qu'est-ce que c'est que cette efficience énergétique dont on parle? Comment on l'obtient? Comment on obtient un gain énergétique de 55%? Quels sont les matériaux écologiques biosourcés que l'on recommande? Le conseil et l'accompagnement, bon, j'en ai déjà touché un mot, je vais aller vite. Il y aura donc 2 jours de cadrage et puis 18 jours répartis sur 18 mois sur des questions plus techniques comme la méthodologie, la conduite de projet, les projections financières, l'organisation juridique, mais aussi des questions techniques cœur de métier sur l'identification des familles éligibles selon les critères de l'ANA, la coordination, le cœur de métier coordination sociale et financière et le cœur de métier coordination technique. Enfin, troisième étape, eh bien, l'élection des 3 grands gagnants. Donc là, on se projette dans le temps à horizon novembre 2022, si tout va bien, un virus laissant passer cette chose. Donc, un événement national, si le contexte sanitaire le permet, pour annoncer les 3 grands gagnants. Et qu'est-ce qu'ils gagnent? Eh bien, ces 3 grands gagnants vont gagner un financement, une dotation de 20 000 € pour chaque grand gagnant. Et puis, donc, en fonction des besoins, de leur état d'avancement, des outils de coopération, c'est-à-dire on partagera des ressources pédagogiques. On est en train de lancer un outil digital d'accompagnement. Et donc, en fonction de leurs besoins, on pourra donner un certain accès. Et puis, surtout, une mise en relation avec tous les partenaires de réseau Éco-Habitat. Les partenaires, alors les partenaires principaux de Chauffe-Toi sont AG2R La Mondiale, qui est un groupe de protection sociale qui nous aide depuis le début et qui est particulièrement impliqué financièrement et moralement, j'allais dire, dans le programme Chauffe-Toi. Et puis les 3 partenaires que vous voyez à côté, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'Alliance. L'Alliance, Famille Solidaire, Chenley, Ciel Bleu et Réseau Ecohabitat. C'est un peu des frères et sœurs. On est tous dans l'économie sociale et solidaire et on fait des choses complémentaires. Donc, Famille Solidaire travaille sur l'âge et le handicap, le logement adapté. Chenley est un de nos partenaires pour faire les travaux avec Réseau Ecohabitat et Chauffe-Toi. Et ils font de la construction de bois éco-responsable. Et enfin, Ciel Bleu qui accompagne les seniors par la santé et l'activité physique adaptée. Voilà, alors maintenant, je passe la parole à notre modératrice pour les questions et les réponses. Merci Catherine et Sylvain pour cette présentation. Donc, je vais relayer les questions des participants. Donc, les premières questions, elles concernent plutôt le réseau Ecohabitat, notamment concernant la création de partenariats avec les professionnels qui interviennent chez les ménages. Voilà, la question qui était posée, c'était quels sont les avantages que trouvent les professionnels à travailler avec vous, comment vous avez réussi à créer ces partenariats. Et puis moi, j'avais envie d'en poser une dernière, c'était j'ai cru comprendre que vous orientez du coup les ménages, vous choisissiez les entreprises. Souvent, les opérateurs ou les ANA ou les conseillers FER n'ont pas le droit de sélectionner les entreprises pour des questions de concurrence. Voilà. Est-ce que comment vous avez-vous dépassé ça? Donc, ça fait plusieurs questions. Comment le partenariat s'est créé, les avantages, les leviers, et puis éventuellement ces questions de concurrence. Ok, je vais essayer de répondre à ces 3 questions en une. Donc, le partenariat s'est créé par des réseaux de connaissances. En fait, on a notre coordinateur technique qui a déjà été amené à travailler avec des entreprises. Et puis, surtout, on les a démarchés, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on les a sollicités, on leur a demandé de nous faire des devis. Et puis, pour certaines, ça s'est traduit par un premier chantier réalisé, un second. Et en fait, il y a une relation de confiance des 2 côtés qui s'est créée. Voilà, ça commence à démarrer. Et puis, alors, ce qu'elles y gagnent, alors,
Scalzigen, pour être très dans une démarche d'affaires, en gros, en fait, ça leur permet d'avoir des chantiers sur un public invisible qui ne toucherait pas. Il y a cette première dimension-là, mais après, je pense que pour les entreprises, en tout cas avec lesquelles on travaille, il y a une dimension supplémentaire. Il y a quand même un partage de valeur aussi. C'est-à-dire qu'il y a en effet la réalisation des travaux, c'est une chose, donc ça fait tourner leur entreprise, mais ils ont le sentiment que ce n'est pas des chantiers comme les autres. Donc il y a quand même cette réalisation-là, et c'est les retours qu'on a en fait de ces entreprises. Ensuite, sur la notion de ne pas pouvoir orienter les entreprises, on n'a pas cette problématique en fait. Donc, en gros, on a une liste d'entreprises avec lesquelles on travaille, à qui on soumet notre audit technique du bâti et voir le devis en fait qui nous est communiqué. Et on échange à partir de ça ensemble. Mais on n'a pas une contrainte spécifique là-dessus. Ok, très bien, merci. Toujours plutôt sur la démarche du réseau. Qu'est-ce qui se passe pour les ménages qui ne rentrent pas dans les critères ANA, mais qui sont quand même en grande précarité? Par exemple, ceux qui ont déjà bénéficié d'une aide ANA, mais dont les travaux ont été mal réalisés, ou tout autre ménage hors des seuils. Alors, malheureusement, nous, on ne peut pas les accompagner. Ce qu'on fait, on essaie de les réorienter. Justement, alors, s'ils ont une problématique, ils ne peuvent pas réaliser de nouveaux travaux. Là, c'est encore une autre problématique. Mais s'ils ne rentrent pas dans les critères ANA, on essaie de les réorienter vers d'autres acteurs du réseau. Après, voilà, malheureusement, nous, ça va se limiter à ça. On ne peut pas aller beaucoup plus loin. Par contre, on ne se contente pas d'une fin de non-recevoir en disant on ne peut pas vous accompagner. On essaie quand même de les accompagner au moins jusqu'à l'étape d'après. D'accord, merci. Et est-ce que vous avez expérimenté l'autoréhabilitation accompagnée dans le cadre du programme avec la participation du bénéficiaire aux travaux encadrés par un professionnel? Non, on n'est pas allé jusque-là. Alors, on a une question par rapport à tout ce qui est travaux de finition, puisqu'en effet, nous, on fait quand même plutôt tout ce qui est gros œuvres, enfin isolation, etc., mais on ne fait pas les finitions. On essaie d'aller jusque-là, enfin, en tout cas de créer des partenariats d'autres associations. Par contre, ce qui se pratique dans certains chantiers, c'est que la famille va réaliser, par exemple, s'il y a des démontages à faire, évacuer des choses, c'est toujours ce qu'il y a de moins financé, en fait. Donc, il y a des petits travaux comme ça que la famille fait. Par contre, de l'autoréhabilitation à proprement parler, non. Mhm. D'accord. Alors après, il y avait de nombreuses questions sur la complémentarité de la démarche du réseau Ecohabitat et du coup du programme Chauffe-toi avec les partenaires du territoire. Notamment Christine Fraleuse qui disait que sur le département du Bas-Rhin, il y avait des délégataires des aides ANA avec des programmes d'accompagnement par des opérateurs ANA. Et qui se demandait quelle était la différence en fait de l'accompagnement proposé, quelle différence avec les programmes classiques accompagnés par les opérateurs ANA et comment le réseau Ecohabitat collabore avec les opérateurs ANA plus classiques. Il y avait une autre question sur l'articulation avec des territoires où il y a déjà un SLIM, une OPA. Comment vous fonctionnez avec le réseau FER? Donc voilà, en gros, les acteurs qui sont déjà en place, quelle articulation? Alors, en fait, ça, nous, on l'a expérimenté au tout début, quand Réseau Ecohabitat a démarré. La différence, c'est que, en fait, on s'adresse à un public. Alors, les opérateurs s'occupent aussi de publics très modestes, mais nous, c'est vraiment le public principal dont on s'occupe et surtout le temps qu'on donne et l'ensemble des, comment dire, tout ce qu'on réalise en fait pour ce public. Donc c'est vrai on va un peu plus loin, mais ce qui s'explique mécaniquement par l'activité qui est un peu différente des opérateurs qu'il peut y avoir ailleurs. Donc la spécificité du public, la spécificité de l'accompagnement et en fait ce qui se passait avant que nous on soit, en fait le contrat impact social nous permet d'être opérateur ANA maintenant, en tout cas sur les Hauts-de-France. On travaillait en collaboration avec les opérateurs, c'est-à-dire que c'est eux qui déposaient les dossiers par contre. On faisait tout ce travail au départ d'études, de cadrage, d'identifier les financements pour compléter les financements. C'est vrai qu'il y a une dimension de cofinancement, on va peut-être un peu plus loin, le suivi de travaux. Par contre, c'est l'opérateur local qui lui dépose en son nom le dossier.
Quand il y a un OPA, en fait, c'est la même problématique, c'est s'il y a justement des délégataires, on passe par ces délégataires. Là, ce qui a changé, nous, cette année, c'est justement le fait que maintenant, on est reconnu comme opérateur auprès de l'ANA. D'accord. Et quand il y a un SLIM sur le territoire, est-ce qu'il y a une articulation qui est faite? Alors, aujourd'hui, on n'a pas pu l'expérimenter, donc je n'ai malheureusement pas de réponse à vous donner. D'accord. En tout cas, sinon, je suis pas bien informé là-dessus. Mais, non, on Et, n'a pas, et le réseau fer? Alors, le réseau fer, on en fait partie. D'accord. Donc, on en fait partie et c'est d'où toute cette problématique. Si on est sollicité par des familles qu'on ne peut pas accompagner, c'est de les rediriger justement vers d'autres acteurs, peut-être du réseau, qui pourraient aussi les prendre en charge. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de compétition entre les opérateurs. On est vraiment dans la complémentarité. On s'occupe de familles en général qui sont tellement précaires que les autres opérateurs ne savent pas vraiment comment faire avec eux. Et c'est plutôt eux, d'ailleurs, quelquefois, qui nous renvoient un cas d'une famille qui n'arrive pas à aider. Donc, on est vraiment dans la complémentarité. S'il y a des acteurs en présence, il n'y a pas de… bien sûr, on va montrer patte blanche, mais on va vite leur montrer qu'en fait, on fait quelque chose de différent. On s'occupe de personnes qui ont besoin qu'on leur tende la main, qui vont pas aller chercher des aides parce qu'ils savent même pas, en fait, ils sortent même pas de chez eux. Donc, on travaille sur un public vraiment bien spécifique. Et par conséquent, on a mis en place des stratégies spécifiques. Donc, vraiment faire comprendre à tous les gens qui sont déjà sur le terrain, qui sont déjà à pied d'œuvre, qu'on ne vient pas leur piquer leur bout de gras, mais qu'on vient en complémentarité, quoi. Mais Christine Fraleux rajouter sur cette question peut-être de la différence d'intervention, que ça serait peut-être aussi l'accompagnement post-travaux, le repérage par des bénévoles d'associations caritatives, le coût de la démarche. Alors, il y a peut-être cette question du coût aussi. Et il y a quelqu'un qui demandait si le programme, est-ce qu'il y a toujours un reste à charge pour les familles? Vous disiez, Sylvain, que pour vous, c'était symbolique. Donc, ça fait partie aussi des critères, on va dire, entre guillemets. Oui, bien sûr. Donc oui, pour reste à charge, oui, il y a toujours un reste à charge. Après, en effet, vu la situation des familles, on essaie de le réduire autant que possible. Mais c'est important en effet qu'il y ait quand même un reste à charge. Sur la différence d'accompagnement, oui, alors, il y a en effet l'identification. Nous, c'est le fait de s'appuyer sur un réseau de bénévoles. C'est ce qui fait quand même la différence parce qu'on peut identifier des familles en fait qui ne feraient aucune démarche. Parce que pour elles, les aides ne sont pas pour elles. Elles ne savent même pas qu'elles existent. Donc, elles ne feraient pas du tout la démarche, en fait. Donc, nous, en fait, on nous identifie des familles en nous disant je connais une famille dans tel village, dans telle commune, ou une personne seule qui est dans cette situation-là. Les bénévoles sont de plus en plus sensibilisés à ces problématiques, en fait. Et l'accompagnement post-travaux aussi, oui, c'est vrai que sur tout ce qui est éco-geste, et puis de la sensibilisation aux équipements, à comment optimiser sa consommation d'énergie, oui, il y a aussi cette dimension-là. Je pense que c'est un point effectivement très important à souligner, ce que vous disiez, c'est ce qu'on appelle un peu dans le jargon les ménages invisibles, qui sont hors des circuits classiques, qui n'ont pas recours aux dispositifs de droit commun. Donc c'est vrai que ça, c'est à mon avis, de ce que j'en entends, ça peut être effectivement une spécificité de ce mode de repérage par des bénévoles. C'est exactement la spécificité, oui, complètement. Tout à fait. Et oui, pour donner un exemple, l'exemple de Denis, c'était un monsieur veuf qui avait arrêté de se chauffer et qui vivait dans le noir, en fait, qui ne se lavait plus. Et donc, ça, c'est pour dire, voilà, il faut donner des exemples pour fixer les idées. C'est quelqu'un qui voulait plus d'aide, qui se laissait mourir. Et en fait, c'est grâce à la relation de confiance qui a pu être nouée par une bénévole on a pu vraiment entrer en contact parce que ce monsieur, il ne voulait pas de contact. D'ailleurs, les volets étaient fermés, en fait. Donc, c'est ça, la précarité énergétique dont on s'occupe. C'est vraiment ça. Ok, c'est très clair. Et justement, comment sont mobilisés comment sont identifiés les bénévoles? Comment vous les mobilisez sur le long terme? Est-ce que ça, c'est quelque chose, j'imagine, sur lequel vous travaillez beaucoup? Tout à fait. Oui. Alors, tu veux répondre, Sylvain, ou je réponds comme tu veux? Comme tu veux, vas-y, je te sens en partie, mais s'il y a besoin, je comprends. Donc,
Bon, là, on s'appuie sur un réseau de bénévoles existant qui est le réseau du Secours catholique. Il se trouve, pour des raisons historiques, le fondateur de Réseau Ecohabitat a d'abord travaillé au Secours catholique, ce qui lui a permis de comprendre comment fonctionnait cette organisation. Mais donc, ça peut être pour Chauffe-toi, pour n'importe qui. Si dans votre région, c'est la Croix-Rouge ou c'est le Secours populaire qui est là, eh bien, c'est important de s'appuyer sur eux parce qu'ils ont déjà des bénévoles en place. Maintenant, ce qui est aussi important, c'est de comprendre que ces bénévoles, il va falloir aussi les former. Donc ça, on travaille à former les bénévoles parce que c'est pas évident de savoir repérer ces personnes qui sont cachées, qui ne veulent pas d'aide et qui ne vont pas forcément au secours catholique ou au secours populaire pour demander de l'aide. Donc l'identification des familles, elle est pas aisée, donc il faut former les bénévoles. Et ça, là-dessus, on travaille beaucoup. Ça fait partie des choses qu'on va donner, transmettre dans Chauffe-toi à tous les candidats qui ont envie de nous rejoindre et de faire la même chose que nous. Ok, ben justement, je vais passer aux questions relatives au programme Chauffe-toi et à cette question de l'essaimage. Il y avait une question sur est-ce que vous avez modélisé la durée de l'accompagnement, par exemple en nombre de jours, au sein de la période d'accompagnement de 18 mois? Je crois que vous avez parlé de 18 jours, enfin, je ne sais plus exactement. Oui, tout à fait. C'est le cas. Donc, la période d'accompagnement, je rappelle, c'est entre le moment où les lauréats sont choisis et jusqu'à ce que les grands gagnants soient choisis. Donc là, il va y avoir. Donc là, je peux rentrer dans le détail. Je n'étais pas rentrée dans le détail tout à l'heure. Ça va commencer par une formation socle commun avec tous les lauréats pour bien sentir qu'on partage tous le même langage. Puis 2 jours de cadrage pour sentir les besoins adaptés de chaque lauréat. Donc, je dis un exemple, on peut avoir un lauréat qui est plutôt côté technique, côté matériaux biosourcés, mais qui ne connaît pas forcément le monde des bénévoles et donc qui a besoin d'être renforcé là-dessus. Ou à l'inverse, on peut avoir un candidat qui est plutôt travailleur social, qui est à fond dans la partie sociale, qui connaît bien ce pilier, mais qui ne connaît pas bien le monde des artisans. Donc, il va avoir plutôt besoin qu'on lui apporte une expertise de ce côté-là. Vous voyez, donc ça va être ça le cadrage. Ensuite, l'accompagnement, eh bien, on va offrir à chacun des lauréats 18, on va dire 18 sessions en one-to-one à apporter des réponses à leurs problématiques concrètes. Donc, c'est pas de la parlotte, c'est pas du théorique, c'est quel est votre problème au jour J? Est-ce que vous avez réussi à entrer en contact avec les artisans sur votre territoire? Non, on va pouvoir vous aider là-dessus. Est-ce que vous avez réussi à entrer en contact avec le CCAS? Est-ce que vous avez réussi à entrer en contact avec les délégataires de l'ANA sur votre territoire? Donc, on va apporter à chaque fois, donc à raison d'un jour par mois, mais ça pourrait être en fonction des besoins plus resserrés, en tout cas de manière régulière, pour à chaque problème apporter une réponse. Voilà. Et ça sera étalé sur une période de 18 mois. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que oui, ouais. C'est très précis, merci. Il y avait… Ah non, ma question n'a pas été comprise. Je parlais de l'accompagnement du ménage. Quelle est sa durée effective au cours de la période globale d'une durée de plusieurs mois? Je ne parle pas de l'accompagnement des lauréats. Merci. C'est Hervé Cognier des Compagnons Bâtisseurs qui pose cette question-là. Donc, je n'avais pas compris. Sylvain, alors. Donc là, si on part du principe, alors l'accompagnement à compter de la première visite, en fait, c'est comme ça qu'on le définit, parce qu'il y a donc cette phase d'éligibilité, enfin d'identification et d'éligibilité. En moyenne, on compte entre eux. Alors ça va dépendre des familles, parce qu'en fait, chaque cas est un peu particulier. En moyenne, entre 18 et 24 mois au total, jusqu'à la livraison complète des chantiers, le solde des financements. Parce qu'en fait, il y a des étapes qui sont sur lesquelles on n'a pas la main. Hein. C'est des attentes de réponses administratives qui peuvent prendre de 1 à X mois. Enfin, c'est pas, enfin, voilà. Donc, il y a des étapes sur lesquelles on n'a pas la main, mais en gros, c'est entre 18 et 20 à 24 mois. C'est une moyenne un peu, voilà, c'est une fourchette en fait. Ok, très bien. Toujours sur le programme Chauffe-toi,
il y avait une question concernant le tiers de confiance. Autant sur la partie repérage et lien de confiance, on comprend bien le rôle du tiers de confiance. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par accompagnement sur toute la durée du projet? Quel va être le rôle en fait de ce tiers de confiance sur toute cette durée? Alors ça, c'est fondamental à comprendre. Le tiers de confiance, donc on l'a vu, c'est celui qui tend la main au début à des gens qui n'ont pas forcément envie ou qui ont peur. Après, comme Sylvain vient de l'expliquer, l'accompagnement, il peut être assez long parce que c'est assez complexe. Il y a vraiment plein de parties prenantes. Il y a l'ANA, on attend l'ANA, etc. Bon, donc ça peut être assez long. Imaginez-vous dans la peau de ces personnes, il fait froid, ils ne se lavent pas, ils ne peuvent pas payer l'électricité, donc il y a un degré d'urgence. Ces personnes-là, quelquefois, ils ont déjà été approchés par des personnes qui ne sont pas honorables et donc ils ont peur de se faire avoir aussi. Ils ont peur tout le temps. En fait, la peur est chevillée tout au long de l'accompagnement. Donc, le bénévole, c'est celui qui va sans arrêt aller les rassurer aussi. Et ça, c'est très, très important. C'est la personne qui va aller prendre le café une fois par semaine, prendre de ses nouvelles, appeler au téléphone. Et ça, sans ça, on a remarqué que ça ne marchait pas. C'est-à-dire que les personnes qui sont en très grande précarité, comme Denis qui est volet fermé, qui ne se lave plus, eh bien, s'il n'y a pas quelqu'un qui va lui dire que ça va aller, qu'il va s'en sortir parce qu'il y a d'autres histoires qui se sont bien passées avant lui, eh bien, il va arrêter l'accompagnement. Il ne va pas aller jusqu'au bout, il va prendre peur, il ne va pas faire ses travaux et ça risque de mal se terminer. Donc, le tiers de confiance, il n'est pas là qu'au début. Il est là tout le temps pour rassurer, pour expliquer. Alors, par exemple, le coordinateur technique va expliquer aussi à la famille le devis. Ce n'est pas toujours facile à comprendre et à lire un devis, mais le bénévole va lui dire, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ok, il va y avoir des travaux, mais pendant les travaux, ah oui, la question du relogement aussi. Pendant les travaux, si c'est des travaux lourds, eh bien, il va falloir que la personne soit accueillie quelque part chez un frère, un cousin, pendant les travaux qui durent à peu près un mois, souvent, ou 15 jours. Donc, quelquefois, ça fait peur à ces personnes qui sont souvent très attachées à leur maison, qui fonctionnaient comme un cocon, comme une sorte de protection face à l'extérieur. Donc, toutes ces questions-là, le bénévole, s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour rassurer, pour dire que ça va aller, eh bien, malheureusement, tout peut s'écrouler. Et puis, très important, le bénévole, il est là après les travaux. Comme le rappelait Sylvain, nous, on s'occupe des travaux financés par l'ANA et les cofinanceurs, mais on ne s'occupe pas des travaux de finition. Donc, pour la partie des travaux de finition, par exemple, le coup de peinture pour donner un air neuf, ça, on a besoin du bénévole pour… alors, on peut proposer des solutions, mais c'est surtout le bénévole qui va aider, qui va prendre la main de la personne pour donner le coup de peinture. Donc, vraiment, quand on dit on s'appuie sur un réseau de bénévoles, ce n'est pas une formule en l'air, c'est vrai. Ces bénévoles, c'est la matière humaine. Nous aussi, on est de la matière humaine, mais on apporte plus une expertise technique, sociale, financière, etc. Eux, ils sont le maillon qui permet le liant, ils sont le ciment, en fait, de tout ça. Ok, merci Catherine. Alors, il reste 3 minutes, je vais essayer de compiler. Alors, il y avait des questions sur les modalités de l'appel à projet, notamment, est-ce qu'une collectivité qui a déjà tout son territoire couvert par un programme d'intérêt général, un PIG, est-ce qu'elle peut, elle peut tout de même candidater? Est-ce qu'il y a une taille minimum de territoire, communauté de communes, département? Est-ce qu'il y aura un autre appel à projet en 2021? Voilà, déjà 3 premières questions sur les modalités. Alors, la réponse est oui. Une collectivité territoriale peut répondre à l'appel à candidature. Oui, avec plaisir. Non, il n'y a pas de taille minimale. Vous verrez, quand vous posez votre candidature, on vous demande à quel échelon vous êtes, commune, communauté de communes. Il n'y a pas de problème. On peut commencer petit, commencer plus grand. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, il n'y a pas d'exclusion, en fait. Ok, très bien.
Est-ce qu'il y aura un second appel à Oui, candidature? Eh ben, on l'espère. Maintenant, on va ouais, déjà essayer de réussir celui-ci. c'est ça. Donc, on espère qu'il y aura beaucoup de candidats et qu'on en aura d'autres à pouvoir accompagner à terme dans un deuxième appel à D'accord. candidature. Pour le moment, Ok. c'est pas encore prévu. On attend déjà de voir celui-ci, les résultats de celui-ci. Et alors après, il y avait des questions plus techniques. Alors peut-être que Marie pourra aussi intervenir parce que notamment, il y a des questions sur les modalités de financement des SLIM. Donc notamment concernant le programme SLIM, il y avait une question, c'était est-ce que le programme SLIM peut candidater au programme Chauffe-toi en étant financé par le budget, par exemple, d'un fonds petits travaux qu'ils ont sur leur territoire. Et puis, il y avait une question sur est-ce qu'on peut répondre en co-traitance avec d'autres opérateurs type Solia, voilà, avec Jean-Jérôme Calvier du côté de Grenoble qui disait qu'ils étaient intéressés pour porter le tiers de confiance via leurs conseillers qui font des visites à domicile et qui sont des conseillers en insertion par l'économique, et également faire les travaux via des chantiers d'insertion. Et comment on pourrait combiner Chauffe-toi avec un SLIM ou un PIG existant. Alors, j'ai posé plein de questions, je ne sais pas si c'est très clair. Je peux répéter si c'est trop fouillé. C'était les 2 dernières questions, en fait. Oui, Claire, si vous pouviez répéter, en fait, du coup. Alors, je vais reprendre peut-être la question de Jean-Jérôme d'abord. Est-ce que, voilà, Jean-Jérôme Calvier, donc, qui sur Grenoble organise des visites à domicile avec des salariés en insertion, demandait s'il pouvait répondre en co-traitance avec d'autres opérateurs type Solia, avec comme modèle qu'ils puissent, eux, porter le tiers de confiance avec les chargés de visite et les travaux via des chantiers d'insertion. A priori, oui. A priori, oui, puisque ça répond au pilier tiers de confiance qu'ils apporteraient, le pilier travaux Solia, si j'ai bien compris. Et alors, après, il faudrait aussi penser le troisième pilier, qui est le pilier coordination sociale et financière. D'accord. Et est-ce qu'il est possible de combiner Chauffe-toi avec un SLIM ou un PIG existant? Ça, vous aviez déjà un peu répondu, il me semble, à cette question-là. Marie, ton micro est coupé. Pour un PIG, oui, on peut, hein. C'est pas En fait, en effet, par contre, c'est comme il y a des délégataires, il faut passer par les opérateurs qui sont délégataires, sauf si je dis une bêtise, mais donc, là-dessus, c'est pas. Enfin, oui. Sur le programme SLIM, alors la question sur les fonds travaux, en fait, ce que je comprends, c'est que dans le territoire de Christine Fralleux, il y a un fonds d'aide aux travaux qui est adossé au SLIM. Et la question, ce serait, est-ce que la démarche Réseau Ecohabitat Chauffe-toi pourrait être financée via le fonds d'aide aux travaux du SLIM ou une partie des travaux générés. Alors, ça dépend sans doute du règlement financier de ce fonds d'aide aux travaux chez vous. En tout cas, je ne pense pas que l'intervention à proprement parler SLIM puisse venir financer cette démarche-là, puisqu'on est. Alors, le SLIM s'arrête à l'orientation, hein, c'est défini, c'est en lien très fort avec les règles des certificats d'économie d'énergie, pour pas qu'il y ait de double compte des certificats. Donc, on s'arrête à l'orientation. Il y a une ligne proposée dans les forfaits par tranche du SLIM qui est orientation vers un fonds, un type fonds d'aide aux travaux. Donc, je pense que toute la partie de mise en relation pourrait être prise en charge dans ce cadre-là. Mais les travaux à proprement parler et l'action du type réseau Ecohabitat ne peut pas être financée, à mon sens, par le SLIM. Par le fonds d'aide aux travaux peut-être, mais je ne connais pas le règlement du fonds d'aide aux travaux. Ils ne l'ont pas. Christine rajoute qu'ils ne l'ont pas, mais comme c'est une option du programme SLIM, ça aurait pu passer par là, quoi. Alors, bon, oui, je pense que... Ah oui, d'accord. Sur la tranche, si vous n'avez pas le fonds, c'est compliqué de dire que vous allez utiliser la ligne fonds, orientation vers un fonds d'aide aux travaux s'il n'y a pas de fonds d'aide aux travaux. C'est dommage. Et juste pour rebondir sur la complémentarité entre les démarches SLIM et Réseau Ecohabitat, on est en train d'essayer justement de la penser sur un autre projet. Je pense qu'elle est très forte.
Elle n'a pas été testée parce qu'effectivement, sur les territoires sur lesquels vous intervenez, pour le moment, Réseau Ecohabitat, il n'y a pas de SLIM. Et on peut se dire que dans le cadre du SLIM, on rencontre sans doute des familles qui seraient éligibles à l'accompagnement ou pour lequel les besoins de la famille seraient très compatibles avec l'accompagnement que vous proposez. Et inversement, les bénévoles tiers de confiance, si c'est des bénévoles, ils sont amenés à rencontrer quand même plus de familles que ce que vous allez accompagner. Et du coup, il y a moyen aussi de réorienter les familles identifiées par les bénévoles vers le SLIM quand l'accompagnement par Réseau Ecohabitat n'est pas possible derrière. Donc, je pense qu'il y a des vraies complémentarités à penser entre les 10 dispositifs. Le SLIM peut renvoyer vers Réseau Ecohabitat pour les ménages un peu type que vous accompagnez, et inversement, Réseau Ecohabitat et les bénévoles peuvent renvoyer vers le SLIM ceux qui ne rentreraient pas dans votre démarche. Ben, je vous propose qu'on conclue. Merci beaucoup à toutes et tous pour la participation à ce webinaire, vos questions, et un grand merci à Sylvain et Catherine pour les interventions. J'espère que ça va donner envie à tout le monde de pouvoir participer. J'espère aussi qu'on n'a oublié aucune question. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des messages si jamais vous en avez d'autres. On les relaiera à Sylvain et Catherine. Voilà, vous dire que le webinaire, comme chaque fois, sera mis en ligne d'ici la fin de la semaine sur le site du Rappel. Donc, vous pouvez tout à fait le revisionner ou le diffuser à vos collègues ou à vos partenaires si vous trouvez que c'est pertinent. Et puis également nous faire remonter régulièrement vos idées de sujets, les retours d'expérience que vous avez. On est toujours à la recherche avec Marie de retours d'expérience pour l'organisation de ces webinaires qui sont mis en place tous les 2 mois par le réseau. Voilà, un grand merci à toutes et tous, et puis on vous souhaite un bon appétit et on vous dit à très bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.